À quelques dizaines de kilomètres vers le sud, nous descendons la vallée du Rhône pour arriver en Ardèche. C'est une terre d'inventeurs. Ici est née, au XVIIIe siècle, l'une des innovations qui a modifié le destin des hommes. La montgolfière. On va essayer de descendre dans le trou là. Je pense que si tu descends, tu pourras remonter. Dans le trou, il n'y a pas de vent normalement. À bord de ce ballon unique au monde, Benjamin et Dany. Le père et le fils sont des pilotes chevronnés. Ce matin, ils volent vers Annonay, la patrie des frères montgolfiers. Leur machine est exceptionnelle. Elle est motorisée et donc dirigeable. C'est Dany qui l'a inventée. Il l'a notamment utilisée pour des explorations scientifiques au plus près de la cime des arbres. J'avais fait pas mal d'expéditions avec des montgolfières dans le Sahara, au Spitzberg, en Australie. Et le problème, c'est qu'une nacelle, c'est pas très pratique, ça bouge, tout ça. Donc j'ai eu l'idée de faire un siège et surtout de le motoriser pour pouvoir choisir les endroits et suivre des trajets bien précis pour pouvoir faire ces expéditions scientifiques. Et on a vécu des aventures extraordinaires grâce à l'air chaud finalement. Aujourd'hui, son fils a pris la relève. Benjamin fabrique lui aussi des montgolfières à Annonay. On survole maintenant Annonay avec ses collines et ses vallons. La région est superbe. L'Ardèche est un pays qui est fantastique. On est entouré de montagnes, il y a des champs de partout, on peut se poser où on veut. Et c'est vrai que c'est une région très très agréable à voler. Située au nord de l'Ardèche, Annonay est la ville la plus peuplée du département. Ici s'est développée l'industrie du papier avec l'installation de l'usine des frères montgolfiers au XVIIIe siècle. On arrive maintenant au-dessus de la place des Cordeliers. C'est vraiment le centre névralgique d'Annonay. Regarde les gens au bistrot là, qui nous font signe. Un lieu de vie et de rencontre. Mais c'est surtout un lieu chargé d'histoire, parce que c'est là qu'a été fait le premier vol en montgolfière par les frères montgolfiers. Alors un vol sans passagers, mais malgré tout, c'est là que la première fois qu'un aérostat s'est élevé du sol. Alors il y a plein d'histoires sur les frères montgolfiers et sur comment est-ce qu'ils ont eu cette idée-là. Il y a une légende qui raconte que Joseph aurait, en faisant sécher sa chemise au-dessus de la cheminée, vu sa chemise se gonfler. Et c'est comme ça que lui serait venue l'idée de faire du feu et de la fumée pour pouvoir soulever les montgolfières. Avec ce premier vol en 1783, la réputation des montgolfiers parvient jusqu'au roi. Une démonstration est organisée à Versailles devant Louis XVI. Le ballon emporte un mouton, un canard et un coq. Deux mois plus tard, un nouveau ballon est conçu aux armes du roi, le ballon Réveillon. Pour la première fois au monde, il permet aux hommes de voler. Allez, c'est parti. Alors on va lui ouvrir la bouche de façon à ce que l'air entre le mieux possible. Aujourd'hui, une réplique de ce ballon historique se prépare à décoller. Son propriétaire, c'est Roland de Montgolfier, descendant des frères Montgolfier. Bon, ben voilà, on est à l'intérieur de la machine. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Décoration d'enfer. Phénoménal, hein? Cette réplique moderne reprend les mêmes dimensions que l'original. Plus de 20 mètres de haut et 13 mètres de diamètre. Les décorations aussi sont identiques.
Des symboles en l'honneur de Louis XVI, comme des fleurs de lys. À l'époque, ce ballon représentait un véritable défi technique. Il faut voir chaque morceau, hein, c'est un morceau qui est découpé à la main, qui est rapporté sur le ballon, qui est posé avec des petites épingles et qui est cousu après par une couturière. Donc ce ballon-là, c'est un travail titanesque. Aujourd'hui et à l'époque, on imagine encore plus, puisque c'était des morceaux de papier qui étaient collés sur du coton, peints à la main. Voilà. C'était un travail encore plus gigantesque et titanesque. Pour faire voler ce ballon, l'équipe doit attendre les premières heures du jour. À 6 heures du matin, 2 montgolfières s'élèvent dans le ciel d'Annonay. Roland vole dans le ballon Réveillon. Et Benjamin dans la dernière montgolfière qu'il a lui-même fabriquée. Alors là, c'est le jour idéal. On est monté un petit peu et c'est un paysage magnifique qu'on a devant nous. On a une grande visibilité. Il y a plein de ballons en l'air qui sont avec nous, avec un beau jeu d'ombre et de lumière. Roland, j'ai trouvé du 180 degrés là à 900 mètres, donc ça revient un peu sur Annonay. Ouais, mais je le sens aussi là, oui. Ah là, on oublie tout ce qui se passe sur le sol. Hein, c'est phénoménal de voler dans ce ballon qui est historiquement parlant le ballon qui a fait voler les premiers hommes. C'est incroyable, quoi. Cette montgolfière, elle fait 170 kg et la leur devait en faire 500. C'était énorme, quoi. Alors nous, on chauffe avec du gaz, du propane, hein, alors qu'eux, c'était carrément du bois, des fagots et de la paille. C'était démentiel. En 1783, lors du premier vol humain, le ballon a tenu 25 minutes dans les airs et a parcouru 10 km. Aujourd'hui, l'objectif des pilotes est de survoler la vallée des anciens papetiers qui ont fait la notoriété de la région. L'idée, c'est de descendre dans cette vallée qui est très encaissée. C'est la pampa complète, c'est une nature totalement sauvage. Les 2 ballons s'engagent dans la vallée de la Canse. Cet affluent du Rhône a tracé son chemin dans la roche granitique. La Canse, rivière emblématique de la région d'Annonay, a donné son nom aux papeteries Canson. Moment rare, les ballons s'approchent au plus près de la roche de Péréandre, un monolithe de 39 mètres de haut. Voilà. Alors là, on descend dans la rivière carrément. Je regarde dessous. Sur cette rivière, c'était une rivière très industrielle, donc ils utilisaient les 2 berges et pour pouvoir communiquer d'un bord à l'autre, ils ont créé un pont. Il est devant nous là. À quelques kilomètres de là, un avion survole le même territoire. Vol d'un secteur de travail jusqu'au Mont Mézin, lac du Sarlès et retour. L'Ardèche est une terre de volcans que nous fait découvrir un géographe. Ce matin, le vol commence dans la vallée du Rhône.
Jean-Paul Bravard arrive en vue d'un site spectaculaire. On voit bien le château de Rochemort là-bas, maintenant ça y est, j'ai repéré. C'est lui qui est là. Le château de Rochemort est une forteresse de pierre basaltique. Elle domine le fleuve depuis le XIIe siècle. Le piton rocheux sur lequel elle est perchée est en réalité la cheminée d'un ancien volcan. On voit bien cette arête qui est une sorte de lame de lave. C'est un reste de volcan, de roche visqueuse, très dure, restée en relief. La roche mort, la roche noire, parce que toutes ces laves sont très sombres. Elles tranchent d'ailleurs avec la blancheur du calcaire. C'est un très beau paysage. C'est une chance de pouvoir le survoler. C'est la première fois que je le survole. C'est magnifique. Quelques kilomètres plus loin, l'avion arrive vers un immense plateau. Lui aussi est né de l'activité volcanique il y a 8 millions d'années. Ici, nous survolons les Coirons, qui est un grand plateau d'une altitude comprise entre 800 et 600 mètres. Il descend vers la vallée du Rhône et il est découpé par des vallons assez marqués. Ce plateau est formé de coulées de lave. Solidifiée, la lave est devenue une roche très dure qui a résisté à l'érosion au fil des millénaires pour dessiner cette surprenante falaise abrupte. Si on cherchait une comparaison dans le monde, les Coirons, c'est un tout petit peu comme les volcans de l'île d'Hawaï, qui est une île gigantesque avec d'immenses coulées de lave fluide. Le Coiron, c'en est un tout petit échantillon à l'échelle de l'Ardèche. Juste au pied du plateau du Coiron, encaissé dans cette vallée, l'avion survole maintenant un autre vestige de l'histoire volcanique ardéchoise. Ici, on voit un petit relief volcanique, très joli, avec un petit village au pied. C'est le Nec de Sautre. C'est un nec, c'est-à-dire une cheminée volcanique qui s'est formée il y a 8 millions d'années, un des tout premiers volcans du secteur. C'est très beau ça. L'avion quitte maintenant la vallée du Rhône et s'enfonce au cœur de l'Ardèche. Actuellement, on est à 4700 pieds dans le nord de la ville d'Aubenas. Sujet contact radar sur vous, Novembre Tango. Jean-Paul se dirige vers la montagne ardéchoise, à l'ouest du département. Il va survoler les monts d'Ardèche, labellisés Géoparc en septembre 2014, pour leur intérêt géologique. Ici, c'est la richesse des paysages volcaniques qui est exceptionnelle. Ces sommets sont des dômes de lave solidifiés. On les appelle des sucs. Vue d'avion, on a l'impression d'un paysage hérissé de volcans. Nous sommes dans une région qui est un véritable musée des formes volcaniques. Ces roches sont très dures et sont restées en relief et dominent le paysage en général. Il y a donc un paysage que l'on suit de manière presque continue de la vallée du Rhône jusqu'au mont Mézin à plus de 1700 mètres. Le mont Mézin est le point culminant de l'Ardèche, à 1753 mètres. Constitué de deux sommets, l'un en Ardèche et l'autre en Haute-Loire, c'est aussi un ancien volcan. Plus loin, l'avion survole à présent un autre témoin de l'intense activité volcanique. Le lac d'Issarlès, niché dans un cratère de 138 mètres de profondeur.
dans l'axe le gerbier de Jonc. Pour terminer son vol, Jean-Paul s'approche d'un des reliefs les plus célèbres de France, le mont Gerbier de Jonc. Cette petite montagne est aussi un suc volcanique. L'endroit est un peu symbolique. C'est à la fois un magnifique volcan et les sources de la Loire. La Loire, le plus long fleuve de France, commence son voyage de 1006 km ici, au pied du mont Gerbier de Jonc. Sur le plateau sur lequel est posé le Gerbier de Jonc, eh bien, on change de bassin versant. C'est une des grandes lignes de partage des eaux françaises. Elle sépare la France drainée vers l'Atlantique de la France drainée vers la Méditerranée. Ah, c'est le Mastrou qui démarre là. Il est parti dénoncer. Dans les gorges du Doubs, ces deux passionnés commencent un périple à moto sur les plus belles routes d'Ardèche. Nicolas Faure propose des randonnées à moto dans la vallée. Élargir son circuit. Alors voilà, on va essayer de voir si on leur voit le petit train là. Il est juste en contrebas, dans les gorges. Il attaque les gorges. C'était une prouesse technique d'arriver à passer dans cette vallée. Il y a des endroits où il a fallu creuser le rocher, à la pelle, à la pioche. Leur itinéraire de 200 km commence le long de cette ancienne voie de chemin de fer qui suit les méandres du Doubs. La rivière a creusé des gorges profondes dans le plateau ardéchois, donnant naissance à un paysage spectaculaire. La ligne date de 1891. Elle vient d'être remise en service. Cette locomotive est classée monument historique. Alors voilà, là on est en plein devant la loco 403 qui est sur cette ligne depuis 1903 quand même. Elle est plus que centenaire. À la fin du 19e, quand ce train a été mis en service, il n'y avait que ça pour circuler. C'était ou le dodan ou le train. Il n'y avait pas d'automobile, ou très peu. Et voilà, le train servait bien aux gens de la montagne pour descendre dans la vallée, travailler, aller au marché, aller vendre leurs produits. Nicolas et Elodie quittent les gorges du Doubs pour descendre la vallée du Rhône par un itinéraire mythique, la route de la Corniche. Une belle vue aussi sur la vallée du Rhône. À droite, on le voit le Rhône, regarde. Oui, il est magnifique. Ah, de là, il paraît bien bleu. Cette route est spectaculaire par ses points de vue. On est à 3, 4, 5 ou 600 mètres à certains endroits. Et donc, on a vraiment une vue splendide sur la vallée du Rhône, mais bien souvent même sur les montagnes d'Ardèche et le Massif central. La route entre deux montagnes. Eh oui. La route tracée en lacet circule au cœur du vignoble de Saint-Joseph. Et on découvre vraiment les vignes en coteaux avec ces petits murets. Elle descend ensuite vers la ville de Tournon-sur-Rhône et offre alors des belvédères sur le fleuve. Nicolas et Elodie s'arrêtent pour profiter d'un panorama sur l'un des célèbres méandres du Rhône.
Là, on a la vue sur toute la ville de Tournon, t'as l'Ermitage en face, avec sa chapelle qui est bien connue, qu'on aperçoit en haut. On a le Rhône, qu'on appelle aussi le fleuve Roi, qui a quand même un côté majestueux, un grand fleuve. Le Rhône marque la frontière entre l'Ardèche et la Drôme. Les deux départements sont reliés par l'un des premiers ponts suspendus à câble d'Europe. Construit en 1825, c'est le pont emblématique de Tournon-sur-Rhône. Donc ça, c'est le château de Tournon, qui est un ancien château féodal qui date du Moyen-Âge. Il permettait en fait de surveiller la plaine alluviale du Rhône. Et beaucoup de ces châteaux le long du Rhône percevaient des péages, d'où la nécessité de dominer à la fois la route qui longeait les rives et aussi le trafic qui pouvait se faire par voie fluviale. Élodie et Nicolas continuent leur périple à une quinzaine de kilomètres vers le sud. Ils se dirigent vers l'un des sites les plus spectaculaires de la vallée du Rhône. Au sommet de son éperon calcaire, l'impressionnant château de Crussol. Au pied de la forteresse, le village était protégé par des remparts. Élodie et Nicolas pénètrent d'abord dans l'enceinte du village. Une centaine d'habitations sont serrées les unes contre les autres, le long de ces petites ruelles. Ce site, il est quand même particulièrement grandiose. Là, on longe les remparts les plus bas, qui par exemple ont été rénovés pendant la guerre de 100 ans. Donc on est vraiment dans la grande histoire, là. Moi, j'ai l'impression de voir les gens qui habitaient. Les parties des habitations, la cheminée, les fenêtres, les anciennes poutres, on imagine les greniers, on imagine les réserves. Donc là, on est vraiment dans un petit village. C'est sportif, hein, les visites ici. La pente abrupte servait de barrière naturelle. Au Xe siècle, Crussol est un village refuge. De tout temps, depuis l'Antiquité, on construisait en hauteur pour pouvoir guetter, bien sûr, les alentours. Et au cours du Moyen-Âge, on a traversé une grosse période d'insécurité, d'où la nécessité d'avoir des habitats fortifiés, de construire ces villages perchés, donc ce processus d'incastellamento, ou enchâtellement en français, où on avait le château fort et le village tout autour. Et plus le seigneur était puissant, plus sa tour était haute. Au sommet, la vue à 180 degrés permettait de contrôler toute la plaine. Vue sur le Rhône, vue sur le rocher, tout le rocher de Crussol. Une situation géographique unique qui a fait de Crussol une place forte utilisée jusqu'au XVIe siècle, pendant les guerres de religion. On peut aussi comprendre le château, son organisation, avec par exemple ici une tour d'enceinte qui permettait sûrement de contrôler les accès par ce côté, par le haut du rocher de Crussol, et la partie plus habitat qui est juste ici derrière, avec ces grandes fenêtres qui ont été réaménagées à la Renaissance. Élodie et Nicolas quittent la vallée du Rhône. Après avoir roulé une cinquantaine de kilomètres, ils arrivent au pied des monts d'Ardèche. Ils abordent la montagne par l'une des plus belles routes de la région. Cette route, elle est connue des Ardéchois. Son surnom, c'est la route des paysages parce qu'on est tout le long sur une ligne de crête. Et là, on est en train d'escalader les premiers contreforts du Massif central. Et on a toujours des paysages à perte de vue.
Ah, on commence à redécouvrir les genêts en fleurs, là. Superbe. Ouais. Alors on voit au niveau de la végétation, là on a des érables, des hêtres, qu'en Ardèche on appelle des faillards, et des châtaigniers. Et plus on va monter, moins il va y avoir de châtaigniers. La route serpente en suivant les cols et monte petit à petit en altitude. Au-dessus de 650 mètres, la moto atteint des forêts de résineux. Sur la droite, c'est impressionnant. On voit vraiment énormément de terrasses de culture. C'est vraiment un élément marquant du paysage ardéchois et notamment des contreforts du Massif central. Parce que pour vivre dans la pente, il fallait empêcher la terre de partir, il fallait avoir des terrains plats. Donc toutes ces montagnes étaient construites avec des terrasses. En altitude, les reliefs volcaniques apparaissent dans le paysage. Là encore une vue superbe. En plus, on bénéficie des rayons du soleil. Là, c'est magique. À 1400 mètres, Élodie et Nicolas marquent un arrêt pour profiter de ce panorama unique. Cette fameuse ligne des Sucs qui est en face de nous, qui domine le paysage partout qu'on soit, c'est une sorte de signal. Alors à gauche, là le Gerbier, tout à droite le Mézin qui a un peu la forme d'un chapeau de cow-boy. Et au milieu, mon préféré, le Suc de Sarah, qui fait une espèce de pointe là, bien visible au milieu. Ce volcanisme des Sucs, c'est vraiment la spécificité de la montagne ardéchoise et c'est un peu son côté original. Élodie et Nicolas poursuivent leur route vers les Cévennes ardéchoises, par le massif du Tanargue, surnommé la montagne du tonnerre. Sur ces reliefs se brisent les masses d'air chaud venues de la Méditerranée toute proche. La moto aborde le col de Méran à 1370 mètres, l'un des plus grandioses de l'Ardèche. On est en train de descendre de la montagne ardéchoise. On va rentrer dans la Cévenne ardéchoise. C'est une vue qui est saisissante. Moi, je connais des gens qui, après avoir descendu le col de Mayran, ont décidé de venir habiter en Ardèche. Sur ces routes cévenoles, Élodie a prévu de faire découvrir à Nicolas les plus beaux villages perchés de la région. Alors là, on découvre le village de Loubarès. C'est vraiment un village frontière entre la Cévenne et la montagne qui existait déjà au Moyen-Âge. On pense qu'il pouvait y avoir une tour et que les pierres de la tour ont été réutilisées pour construire l'église. Loubarès, aujourd'hui le plus petit village d'Ardèche, est niché sur un promontoire. Ici, les villages se sont construits en tirant parti de ce territoire sculpté dans la roche. Dans les gorges de la Borne, voici une curiosité remarquable. Accrochée à son piton rocheux, la tour du château de Borne domine la rivière. Au milieu d'une vallée sauvage, la moto roule maintenant vers la dernière étape du parcours. Cette descente est magnifique. On a une vue sur le bas qui est splendide. Voilà, un dernier virage et on est quasiment arrivé à Tignes, tout en haut de sa corniche. Tignes, isolée au sommet de sa colline,
est l'un des plus beaux villages cévenols. Juchée tout en haut du village, l'église est un véritable joyau de l'art roman. Construite au XIIe siècle, elle a longtemps été fréquentée par les pèlerins sur le chemin de Compostelle. L'entrée se fait sur le côté, ce qui est typique des églises du sud de la France. Il faut contourner le bâtiment pour admirer le portail. Ce magnifique portail est exceptionnel par la qualité des sculptures qu'on peut admirer, et notamment le linteau, ici, qui représente d'un côté l'entrée au temple de Jérusalem, qu'on reconnaît avec ses 2 tours, et à côté une représentation de la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ. C'est vraiment un grand mystère que de savoir pourquoi à Tignes on a une aussi belle église que ça. Parce qu'on est certes sur un joli village, un bel éperon rocheux, mais c'est un village qui est tout petit et qui abrite une église qui est quand même d'une splendeur exceptionnelle. Élodie et Nicolas ont le privilège de monter en haut du clocher pour un point de vue unique. Ah, mais ça valait le coup de venir là. T'as vu ça? Ouais, magnifique. C'est super. Une magnifique vue sur ces petites gorges, cette petite vallée de la Tignes là. À Tignes, la vue est spectaculaire d'habitude, mais d'ici, c'est encore plus spectaculaire. D'autant plus que toute la partie qui est de l'autre côté des cloches, en fait, quand on est au pied de l'église, on ne peut pas la voir, puisqu'on est au bout de l'éperon rocheux, on ne peut pas aller plus loin. Souvent, on pense que vivre sur la Montagnère des Choisses, c'est très difficile, parce que c'est rude, parce que c'est isolé. Moi, personnellement, je me demande en fait comment on peut vivre ailleurs.